Bonjour à tous et merci d'avoir choisi de nous suivre sur ce nouvel épisode qui va porter sur une notion philosophique importante qui est la notion du bien. Eh bien, cette notion, elle est d'autant plus importante que nous en avons fait dans un passé récent l'objet d'une réflexion, l'objet d'un travail, qui est celui que nous avons présenté dans le cadre de notre formation en master. Donc, master est toujours avec l'Université de Paris en Sorbonne, sous la direction du professeur Philippe Butgen, qui est encore professeur toujours à Paris en Sorbonne, professeur de philosophie. Eh bien, nous voulons aborder cette question du bien, question ou notion. En philosophie, lorsqu'on parle d'une question, lorsque nous parlons d'une notion, cela veut dire la même chose, c'est-à-dire tout ce qui suscite de la réflexion, tout ce qui suscite de la spéculation autour, eh bien, et donc c'est la même chose. Bien, donc nous abordons cette question parce que évidemment, elle nous semble avoir de lien avec la question de la vérité, avec toutes ces questions que nous avons déjà abordées dans le cadre de la présentation de notre travail, le mythe de la vérité. Car parler de la vérité sans parler du bien, sans parler du bonheur, sans parler de ce qu'on appelle de la bienveillance et tout ça, ça devient quelque chose qui manque d'importance parce que justement la vérité surfe aussi sur toutes ces problématiques en tant qu'expression du sujet dans son vécu, sur son vécu quotidien. Ben, c'est-à-dire que la vérité, elle a quelque chose à voir avec le bien, quelque chose à voir avec ce qui est, enfin, le bonheur, quelque chose avec tout ce que nous désirons, le plaisir, tout ça. Voilà pourquoi l'interdisciplinarité en philosophie est indispensable, parce que justement, d'une même problématique, eh bien, on peut déboucher justement sur pas mal de problématiques, et la notion même de la vérité a ceci comme caractéristique qu'elle est une notion carrefour, notion carrefour, dans le sens où à partir de la question, soit vous partez de la question de la vérité et vous débouchez sur n'importe quelle question, et soit vous partez de n'importe quelle question, vous débouchez sur la question de la vérité. Ça tout dépend du sens que vous décidez d'emprunter dans votre spéculation, en fait. Et nous, ce qu'on a fait dans le travail, c'est de partir jusqu'ici. Donc, on est parti d'une autre problématique pour déboucher sur celle de la vérité. Et là, nous partons de la question justement de la vérité pour déboucher sur d'autres problématiques, une manière de vous montrer comment la réciprocité ou alors le sens inverse est tout à fait autorisé. C'est-à-dire qu'il y a un double sens dans la spéculation, évidemment, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder le problème du vrai ou du dire vrai, sachant cela. Bien, donc nous allons aussi parler de la question du bien, qui est une question morale, à la fois morale et éthique, qui est au carrefour de la morale et de l'éthique, et nous allons l'aborder de la manière dont je l'avais fait dans le travail que je venais d'évoquer tout à l'heure, donc celui que j'ai abordé dans le cadre donc en vue de la validation de mon master de philosophie à Paris-Sorbonne. Et donc, c'est-à-dire, donc, au lieu de parler que de la question du bien en tant que tel, c'est de la confronter justement avec une autre notion qui était la notion du juste. Voilà. Une manière pour nous, de ce qui nous a permis à l'époque, nous pensons encore de la même, nous n'avons pas changé depuis lors, mais c'est-à-dire une manière d'insister sur ce que nous avons appelé la primauté, une certaine primauté du juste sur le bien. Mais nous ne pouvons affirmer la primauté de l'un sur l'autre ou inversement sans savoir ce que ça veut dire
le bien en tant que tel. Autrement dit, que nous pouvons parler de juste sans savoir ce que d'abord le juste veut dire en tant que notion et sans savoir ce que le bien voulait dire en tant que notion philosophique, évidemment. En effet, une fois qu'on a introduit cela, eh bien, il faudrait noter que la question du bien, tout comme la question de la vérité, tout comme la question de la connaissance et du savoir, donc a fait couler beaucoup d'encre philosophique, dans la mesure où elle semble traverser toute l'histoire de la philosophie. Mais c'est aussi l'occasion d'insister sur une chose, c'est-à-dire que la philosophie, lorsque elle aborde des questions, elle les aborde pour toujours. C'est ça, il n'y a pas de rupture de la question. C'est-à-dire la philosophie, elle évolue toujours de manière à reprendre dans ce qui a été dit pour évoluer tout en envisageant de nouvelles perspectives. Et c'est comme ça, de cette manière que la philosophie, la réflexion, la pensée évolue. Et non pas d'une manière linéaire, c'est-à-dire vous avez un point A qui de là d'où vous partez pour aller à un point B, mais la pensée ou la logique ou la philosophie n'évolue pas de cette manière-là. En philosophie, nous partons plutôt d'une manière spirale, c'est-à-dire vous allez comme ça, vous reprenez, mais tout en avançant, vous reprenez, vous avancez jusqu'à atteindre l'objectif, ou alors vous partez d'un point, vous faites le contour, hein, vous faites le tout en élargissant justement le cercle. Le cercle, c'est de cette manière que s'applique et s'effectue une réflexion logique et philosophique, en fait. Voilà. Et une manière de dire, lorsque le philosophe reprend une notion, ne pensez pas qu'il le fait juste pour le faire. Il le reprend pour y rajouter des nuances, des nouvelles nuances qui permettent de s'ouvrir à d'autres problématiques. C'est ça la méthode philosophique en tant que telle, et sa complexité d'ailleurs. Parce que sinon, on a comme l'impression que l'analyste, le philosophe se répète, dit des choses. Mais alors non, il se répète en avançant, en fait. C'est ça la question. Donc, ceci, c'est pour dire que la question, la notion du bien, elle a traversé, comme la question de la vérité ou autre, elle a traversé toute l'histoire de la philosophie. Donc, nous pouvons ici passer des années à juste retracer l'histoire de la question du bien. Mais maintenant, pour être précis et concis, donc, qu'est-ce que nous avons choisi? Nous avons choisi des moments qui sont des moments, quelques moments qui nous permettent de saisir la notion et son évolution aussi, mais qui nous permettent surtout d'évoluer vers ce qu'on nous avons prévu, à savoir donc la notion de la suprématie, du primat, si vous voulez, de la notion du juste sur le bien. Maintenant, une fois que nous avons noté cela, nous allons commencer par Socrate. Eh bien, vous savez, Socrate, c'est le père de la philosophie, c'est une grande figure antique et philosophique. Eh bien, c'est celui aussi qui, sur la question du bien, ou du bonheur, de la connaissance, même de la philosophie, qui incarne justement la paternité. Donc, Socrate, c'est le père de la philosophie. Dans Mazuru, avec lui, vous avez une philosophie qui se veut une science, hein, une philosophie qui se veut une pratique, avec un objet, avec une méthode, avec tout ce qu'il faut pour une pratique philosophique. Alors, quelle est la question, quelle est la notion, comment Socrate perçoit cette notion du bien? Eh bien, chez Socrate, justement, le bien est une question de connaissance. Donc, pour faire bref, le bien, lorsqu'on le perçoit, lorsqu'on le découvre, on le connaît. Nous parvenons au bien par la connaissance, c'est-à-dire je découvre le bien, je connais le bien. Eh bien, pour comprendre cela,
Il faut vous dire que Socrate, lorsqu'il est converti à la philosophie, parce que l'histoire de la vie de Socrate, en tout cas sur le plan de la philosophie, a été une question de la conversion. C'est lorsque l'auteur se rend à un temple, au temple de Delphes, hein, c'est un temple de divinité. Vous savez que Socrate vit dans une société athénienne antique absolument marquée par le polythéisme, avec des temples partout, et il existait un temple de Delphes où Socrate se rendait pour comme tout Athénien civilisé, et pour aller consulter les prêtres du temple, aller se recueillir et tout ça. Et au fronton du temple, on écrivait ce qu'on appelle un oracle. L'oracle, c'est une parole qui vaut la parole prophétique, hein, c'est-à-dire une parole inspirée. Connais-toi toi-même. Il faut partir de là. Connais-toi toi-même. Et donc, ce message va être pour Socrate comme un message prophétique, en fait, un message destiné prophétique dans la mesure où cela serait pour lui destiné à lui, c'est-à-dire un message du divin qui lui a été destiné pour être annoncé aux Athéniens, c'est-à-dire pour être divulgué, évangélisé, si vous voulez, c'est-à-dire toi-même, connaissez-vous même, écoutez la voix intérieure telle qu'elle vous parle, telle qu'elle vous dit, telle qu'elle vous dit et détermine le bien à faire. Donc, à partir de ce moment, Socrate se met à enseigner la philosophie avec un enseignement précis et clair sur la vertu morale. Cette vertu morale serait le fruit de la connaissance. Elle est incarnée à nous et elle serait le fruit de la connaissance. Donc, il faut découvrir cette vertu, la connaître, et c'est une fois qu'on la connaît, une fois qu'on se connaît soi-même, en un mot, c'est la connaissance de soi, une fois qu'on connaît sa personne, qu'on connaît son moi intérieur, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir justement le bien qu'il y a à faire. Et justement, c'est la raison pour laquelle, pour Socrate, évidemment, l'homme qui ne fait pas le bien serait tout simplement l'homme qui ignore. Donc, l'homme fait le mal par ignorance. Donc, le mal serait l'ignorance du bien. Et le bien serait la connaissance, justement, la conscience, l'expression de la prise de conscience. Donc, nous ne pouvons faire le bien que par connaissance, par conscience, en fait. Justement, et bien, il faudrait, et c'est ça aussi le rôle de la philosophie, c'est d'orienter les gens vers la découverte du bien en eux, la découverte de la vertu en eux, de cette capacité, vertu comme cette capacité intérieure que incarne chaque être humain à pouvoir faire le bien. Donc, pour Socrate, tout homme est capable de bien. Il n'y a pas un homme destiné à faire le mal. Celui qui fait le mal le fait tout simplement par ignorance. Voilà. Donc, cette définition va nous amener à parler d'un autre, parce que Socrate, justement, crée son école. Non, Socrate, oui, bien sûr, crée son école. Ça dit qu'il a eu des disciples. Et ses disciples, parmi ses disciples, l'un des plus connus, c'est Platon. Il va beaucoup écrire sur Socrate. Maintenant marqué par cette vision socratique d'une vertu qui réside en nous, d'une vertu qui est source du bien, hein, donc qui est la source de notre conduite, hein, ce qui nous permet, qui fait que notre conduite soit plus orientée vers le bien que par le mal, grâce à la connaissance que nous avons de cela, eh bien, Platon va aussi développer presque la même, eh bien, on va dire la même chose que son maître, c'est-à-dire que pour lui, le bien serait justement une affaire de l'âme, parce que tout simplement l'âme incarne le bien en tant qu'entité qui vivait en dehors du corps. Et pour comprendre cela, il faut comprendre le mythe de la caverne, mais c'est-à-dire que les âmes
et vivait dans ce qu'il appelle le monde des idées. Il y a deux mondes, le monde des idées et le monde réel, le monde concret, la société telle que nous la voyons. Eh bien, le bien serait le mode de vie des âmes lorsqu'elles sont dans le monde des idées, tout simplement parce que il faut dire que le bien, c'est le propre du monde des idées, de l'autre monde. Et que si dans ce monde où l'âme est tombée dans un corps comme dans une prison, un soma sema, eh bien, nous faisons du bien parce que l'âme, à un certain moment, par ce qu'on appelle l'antaléchie, dans la réminiscence, plutôt, par le processus de la réminiscence, eh bien, l'âme se souvient du bien qu'elle faisait, qu'elle contemplait, et donc, dans l'autre monde, dans l'au-delà. Donc, le bien est une question de contemplation. Contempler l'idée du bien. Parce que vous savez déjà, chez Platon, il existe un monde des idées et un monde réel. Et le monde réel est à peu près la copie du monde des idées. Tout ce qui se fait dans le monde réel n'est que réplique du monde des idées. Donc, nous contemplons les âmes dans le monde réel où elles sont comme dans une prison, contemplent le monde, contemplent des idées, enfin des idées, et dont la plus suprême, sublime est l'idée du bien, eh bien, dans le monde des idées. Voilà. Donc, lorsque nous en l'homme, et c'est ce qu'il faut noter entre les deux, c'est-à-dire que les deux s'accordent pour dire que en l'homme, à l'intérieur de l'homme, il existe une capacité à faire du bien. Et cette capacité est tout à fait naturelle. Donc l'homme est naturellement un être qui peut faire le bien. Et en tant que, justement, somme de jonction, on va dire, ou mélange de l'âme, le corps, et parce que pour lui, justement, le corps est animé par l'âme. Si le corps vit, c'est parce qu'il y a une âme qui l'anime. Voilà. Donc, les hommes sont susceptibles de faire le bien. Eh bien, lorsque nous partons, nous évoluons, nous allons aussi parler de Socrate. Non, nous avons déjà parlé de Socrate, nous allons parler de Platon, mais nous allons parler d'Aristote. Vous savez, comme Platon est disciple de Socrate, Aristote est disciple de Platon. C'est-à-dire que lorsque Platon construit son école, il construit son école, le premier étudiant qui débarque, c'est celui qui s'appelle, c'est Aristote qui débarque. Eh bien, chez Aristote, vous avez presque la même chose, mais avec des nuances un peu. Pourquoi? Parce que chez Aristote, eh bien, le bien est justement la finalité. La nuance est peut-être à ce niveau-là, c'est-à-dire que le bien, justement, est une question d'agir, on est d'accord, j'agis, avec ma volonté, mon action, mais le bien, nous le voyons, nous le percevons à la finalité d'une action, c'est-à-dire c'est ce que ce que je vise comme objet, c'est ça qui peut soit incarner le bien, soit ne pas l'incarner tout simplement. Donc, le bien d'une action s'évalue ou se juge par, eh bien, sa finalité. Et cette finalité, elle est elle-même aussi un point d'ouverture à une autre finalité. Et c'est là que vous comprendrez que chez Aristote, eh bien, il y a toujours derrière une certaine montée à l'infini qui nécessite de poser un commencement, de poser un début. Je m'explique. Que dans Éthique à Nicomaque, un ouvrage à la fois politique et philosophique et éthique
par excellence chez Aristote, c'est-à-dire que le bien est le fruit de l'action. Donc, mon action tend vers toute action humaine, tend vers un bien qui est qui lui-même tend vers un autre bien, qui est le grand bien, qui vers lequel tendraient toutes les actions humaines. L'action de toute l'humanité tendrait vers un bien commun, un bien universel, un grand bien. Voilà. Et que justement, ce bien nous inspire et le motif justement de chaque bien vers lequel tend les actions particulières des individus. Je pense que j'espère que je me suis bien faire comprendre. C'est-à-dire que pour Aristote, il n'y a pas d'action comme ça qui ne puisse tendre vers ce bien-là, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et ce bien, parce que Aristote pense l'humanité comme un ensemble, et vous savez que sur cette question, il faut aller aussi savoir que chez Aristote, il y a toute la théorie des deux moteurs. Le premier qui met le second en mouvement, mais qui lui-même n'est pas en mouvement. Et donc, il y a toujours cette montée. Hein, vous savez, Aristote, c'est le père de la métaphysique. Dans tout ce qu'il fait, il y a toujours cette portée métaphysique. Et c'est la métaphysique d'en bas, c'est-à-dire partir de la nature pour justifier une certaine transcendance métaphysique, une certaine universalité métaphysique qui est la raison d'être de tout ce qui existe, du sens à tout ce qui existe, du sens à tout ce que nous faisons, de toute l'action humaine. C'est-à-dire, nous tendons vers ce bien-là, qui est le grand bien, et qui nous inspire, qui est tout ce qui nous inspire à faire le bien. Voilà. C'est une démarche qu'on appelle une démarche en philosophie, une démarche téléologique. On voit la fin, la téléologie, c'est-à-dire la fin de l'action, la fin des choses. Éthique à Nicomaque. Maintenant, lorsque nous passons à Aristote, éthique à Nicomaque, il nous a semblé intéressant que, à partir d'ici, nous puissions voir ce qui a été pensé chez Kant, Emmanuel Kant, hein, en termes de bien. Alors, Emmanuel Kant, sur la question du bien, c'est simple. Le bien est, comme chez ces auteurs précédents, à savoir Socrate, Platon, Aristote, eh bien, le bien est la conformité de mon action à vis-à-vis de ma volonté. Le bien est une question de volonté. Je fais du bien parce que je veux faire du bien, et tout cela jusqu'ici, enfin c'est ce il faut noter, c'est que nous avons affaire à une certaine intériorité qui s'exprime, une notion de bien qui s'exprime comme l'expression d'une certaine intériorité, d'une certaine subjectivité. C'est-à-dire que de par ma volonté, je décide de faire le bien. Je décide de faire le bien, et ça c'est la nuance, c'est la différence avec la démarcation justement avec les autres. Bien, si chez Aristote notamment, si chez Socrate, le bien est en l'homme, eh bien Socrate ne dit pas d'où vient, qu'est-ce qui fait que le bien est à l'homme, mais la réponse on l'a trouvée chez Platon. Il dit que parce que l'âme vivait dans l'au-delà, où elle contemplait le bien universel et consorts, et elle est descendue dans le corps, dans une prison, où elle se souvient de ce bien-là, voilà, ce qui justifie le fait qu'en nous, il y a cette volonté de vertu, la volonté du bien, la volonté morale, et vous avez chez Aristote pareil, et chez Aristote un peu pareil, c'est-à-dire le bien universel fait tendre notre action vers lui, et c'est cela qui justifie le sens de notre action. Mais ici, il y a une nuance, c'est-à-dire que c'est toujours ma volonté
Non pas parce qu'il y a un bien universel qui le suscite ou à laquelle elle se soumet, mais le bien, le fruit de la volonté telle qu'elle-même me dit ce que j'ai à faire, une volonté autonome. La question de l'autonomie de la volonté en tant que telle. J'ai vu chez Emmanuel Kant. C'est-à-dire, c'est moi qui décide de ce qui est bien à faire. C'est moi qui décide. C'est pas une âme qui se souvient par réminiscence, c'est pas une imposition extérieure. Eh bien, c'est ma volonté autonome, telle qu'elle est une volonté de puissance, et justement qui me dit eh bien ce que j'ai le bien à faire et le mal à ne pas faire en fait. Justement, cette volonté catégorique, cette volonté autonome chez Kant, elle a une forme, la forme de commandement, le mécanisme d'une volonté, c'est ce qu'on appelle les impératifs en fait. Parce que cette volonté ne me laisse pas le choix de faire, enfin ne me commande pas en me laissant le choix à faire, mais qu'elle me disait tout ce que j'ai à faire, un point, c'est tout, eh bien, il s'agit là d'une volonté catégorique qui me dit des choses à faire sous forme d'impératif catégorique, c'est-à-dire fais ceci, fais cela. Vous savez que dans la forme impérative, eh bien, il n'y a pas de choix à faire. Qui vous parle d'une manière impérative, vous donne des ordres. Donc, cette volonté, en tant que volonté de puissance, eh bien, me dit ce que j'ai à faire. Mais elle est bonne en soi, c'est-à-dire elle est bonne en tant que telle. Ma volonté de puissance, ma volonté autonome est une volonté bonne en soi et non pas bonne en fonction d'une quelconque finalité, bonne en fonction d'une quelconque normativité extérieure. C'est-à-dire, je ne suis pas jugé extérieurement, eh bien, pour dire si ce que j'ai fait est bon ou pas. Mais ce que je fais est jugé à partir du moment où je le fais. C'est-à-dire à partir du moment où ma volonté me dit quelque chose à faire, c'est qu'elle est bonne. C'est la problématique de la subjectivité et dans laquelle va nous plonger justement la pensée de Kant. Parce que c'est catégorique. L'homme kantien, eh bien, l'homme kantien n'agit pas selon une certaine normalité sociale, n'agit pas parce que la normalité sociale me l'a imposé, n'agit pas vertueusement parce que eh bien une tradition m'a poussé à le faire, une tradition me l'a imposé, mais l'homme conscient lui agit moralement bien, tout simplement parce que sa volonté est bonne en soi. Donc l'homme ne peut, pour l'auteur, qu'agir dans le sens du bien, dans ce cas-là. Eh bien, parce que l'impératif catégorique a ses formes, eh bien, vous citez par exemple la première, une des formes, c'est que la règle d'agir chez Kant est toujours celle de dire tu agiras de telle sorte que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle de la nature. C'est-à-dire que je n'agis que de la manière qui puisse plaire à tout le monde. C'est-à-dire, je me mets à la place de l'autre. À chaque action, je devais me mettre à la place de l'autre et me dire que si j'étais l'autre, eh bien, je serais favorable à une telle action. Mais là où, quand c'est beaucoup plus rigoureux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'agis, pose mon action, je vais me poser la question de savoir si ce que je fais à la place de l'autre serait une bonne chose ou pas. C'est un peu ce qu'on va
chez les chrétiens, on ne fait pas à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse. C'est un peu ça. C'est-à-dire, à chaque fois que je pose une action, je dois me demander si cette action sera agréable à l'autre ou pas. Et si cela n'est pas le cas, je n'agis pas, tout simplement. Mais sachant que ma volonté est une volonté essentiellement bonne, parce que volonté autonome, eh bien, je ne pourrai agir que dans le sens de prendre en compte, justement, pas le besoin, mais le bien-être de l'autre, l'humanité. Il y a un certain humanisme absolu et universel qui se dégage de la pensée morale de Kant, une telle richesse énorme, c'est-à-dire c'est la prise en considération de tout être humain comme étant doté d'une humanité, tout comme étant mon semblable en fait, à qui je ne peux faire que le bien. Et cela n'est rendu possible que grâce à ma volonté volonté de puissance, volonté autonome, qui est autonome et qui est une volonté bonne en soi. Je ne peux vouloir que du bien parce que aux autres. Pourquoi? Parce que mon action prend en compte la situation, l'identité des autres comme étant mes semblables, comme étant des humains comme moi. Deuxième forme, il y a une autre forme. Deuxième forme, Maxime, c'est traite l'humanité, hein, aussi bien dans ta personne que dans celle de l'autre, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. C'est-à-dire que à chaque fois que je pose ma question, parce que les maximes sont des règles qui devaient régir notre action, des règles d'action, c'est-à-dire doivent savoir si mon action est bonne et doit justement se conformer non pas à une tradition, non pas à une religion, non pas à une éducation, mais mon action doit conformer justement absolument à ma volonté telle qu'elle lui demande, telle qu'elle me dicte le bien à faire. Et cette volonté, son mécanisme de dictée, hein, se fait selon des maximes qui sont, par exemple, cette maxime qui dit que je ne traiterai l'humanité aussi bien dans ma propre personne que dans celle de l'autre, toujours comme une fin et non comme un moyen. Alors, là, petite parenthèse, traiter comme une fin, c'est traiter quelqu'un comme étant la finalité de l'action, c'est-à-dire comme étant le bénéficiaire du bien, hein, de mon action. C'est-à-dire que je le traite avec admiration, je le traite avec égalité, fraternité, liberté. Justement, s'il faut ici évoquer les directions des fondamentaux de la République française, justement, nous les trouvons là. C'est-à-dire que si je traite l'autre comme étant égal, libre et fraternel, donc je le traite avec égalité, liberté et fraternité, et bien justement, je ne veux pas les traiter comme un moyen. Traiter comme un moyen, c'est un peu objectiver l'autre, autrui. Je le traite pour obtenir autre chose dont il n'est pas bénéficiaire. Par exemple, l'esclave. Tout simplement, l'esclave. Et je fais travailler un esclave pour des revenus dont il n'est pas bénéficiaire. Je ne le fais pas travailler pour lui-même, mais je le fais travailler pour moi. Je le fais travailler pour autre chose lui-même. Lui-même n'est pas bénéficiaire. Donc je le traite comme un moyen qui me permet d'obtenir autre chose. Alors chez Kant, cette volonté naturelle, intrinsèque, autonome, me pousse à traiter l'autre, déjà me traiter moi-même, c'est une libération de soi-même déjà, de s'affranchir de toute forme de servitude volontaire. Donc, pour aussi parler comme la Boétie, volontaire, mais je m'affranchis et tout en m'affranchir, à force que je m'affranchis, j'affranchis aussi de l'autre, c'est-à-dire dans mon action, eh bien, il n'y a pas toute forme de sous-estime, toute forme d'objectivation de l'autre. Voilà. Une volonté pure en soi, en fait, une volonté bonne en soi. C'est ce qu'il y a
chez Kant et qui n'a pas besoin d'une quelconque moralité. Hein, donc la bonté, le bien chez Kant n'a pas besoin de la morale. Ce n'est pas l'objet de la morale en tant que tel, n'est pas l'objet de l'éthique, parce que le bien est fruit d'une volonté qui n'a rien à voir avec. Je ne fais pas le bien parce que j'ai appris à faire le bien. Je ne fais pas le bien parce qu'on m'a demandé de faire le bien. Je fais le bien parce que j'ai une intériorité qui est bonne en soi. Vous savez, si nous avançons chez Kant, évidemment, l'homme est atteint, ma volonté ça atteint le surhomme. Lorsque je suis un surhomme, eh bien, je suis moi-même le centre de moralité, le juge moral de moi-même, en fait. Je fais le bien à faire et je sais moi-même et par moi-même ce que je fais, le bien à faire, le mal à éviter sans avoir besoin d'une quelconque validation extérieure ou validation par autrui. Je ne le fais pas pour plaire, mais je le fais parce que je sais que cela est bon aussi bien pour moi-même que pour autrui, en fait. Voilà. Et en avançant, nous allons voir la question du bien, toujours chez Rousseau, la question, elle est claire, les hommes sont, alors dans Émile, ou de l'éducation, Rousseau nous présente la question du bien en étant une question, comme chez les autres, une question innée à l'homme, et que l'homme faisait le mal parce que la société l'influençait pour ça. Donc, l'homme, par exemple, quand il dit que l'enfant, Émile, précisément, il dit que l'enfant est né naturellement bon, c'est la société qui le déprave, hein, qui le rend mauvais. Même si, à cette affirmation, moi, j'aimerais bien compléter, je l'avais d'ailleurs dit, je l'avais souligné lors d'un échange avec un ami, que cette affirmation est à compléter par d'autres, parce que je ne pense pas ce que moi je pense, et je le dirai après, à la fin, c'est l'idée de dire que l'homme n'est pas bon. On n'est ni bon ni mauvais, et on devient soit bon, soit mauvais, eh bien, par rapport à la société. Donc la société n'était pas forcément quelque chose qui nous rendait mauvais, mais c'était quelque chose qui nous rendait, qui pouvait soit nous rendre mauvais, soit nous rendre bon, dans des contextes bien déterminés, selon et ça, je le dirai dans la conclusion, mais ce qu'il faut retenir ici chez Rousseau, c'est que la société a un pouvoir agit sur l'homme dans sa conduite, dans son agir, et tout ça, vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de soi-même. C'est un peu béhavoriste, hein, c'est-à-dire que ma personnalité est le fruit de mon environnement, mon histoire, c'est mon histoire qui me façonne, c'est ma société, mon environnement qui se reflète à travers mon action. En fait, on a une action individuelle, on pourrait dire, à travers une action tout à fait individuelle, isolée, nous pouvons déjà percevoir l'image de la société, du milieu d'où vient la personne, milieu d'où a grandi la personne. Quelqu'un m'a dit hier une phrase que voilà, les gens ne réalisent pas combien en parlant ils sont en train ils trahissent leur milieu d'origine, leur provenance. Mais bien sûr, c'est justement ça. Notre discours est le reflet de notre personne, de notre histoire, de notre société, notre environnement. Nous sommes aussi la somme de tout cela. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a que cela? C'est toute la question en philosophie, en fait. Maintenant, et chez Rousseau, évidemment, même si Rousseau, en même temps, vous dit que la société partait d'un état de la nature, on va dire l'état sauvage, et de l'état sauvage, on est passé à l'état civilisé grâce à ce qu'on appelle le contrat social, un contrat de civilité, le contrat politique, grâce auquel les hommes auraient décidé de vivre ensemble. Bon, est-ce que nos sociétés ont été construites suite à ce contrat? Est-ce qu'il s'agit d'un contrat dans le sens d'un consensus obtenu délibérativement où les personnes viennent pour discuter, dire écoutez, à partir d'aujourd'hui nous voulons vivre ça, ou c'est un consensus naturel en mesure où selon l'évolution
les besoins, les contraintes, ben, on se retrouvait comme, enfin, malgré nous, à vivre ensemble. Mais ce qui est vrai, c'est que ce soit, qu'il s'agisse de l'idée du contrat ou de l'idée dans Émile d'une personne de l'enfant qui naît bon, mais que la société le rendait et pouvait le rendre mauvais. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, notre entourage a une influence sur notre agir, en fait, sur nous. Et nous sommes aussi le produit, le reflet de cet entourage-là. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, une fois qu'on a parlé de Rousseau, voilà le bien. En gros, c'est justement, qu'est-ce qu'il faut dire? Le bien est lié à l'agir. C'est mon agir qui peut être bien ou pas, et ce qui en fait, ce qui détermine la bonté, hein, on va dire ce qui détermine la bonté ou pas, la bienveillance ou pas de mon action, eh bien, c'est le sujet. C'est le sujet. Pourquoi? Parce que le sujet, en s'engageant dans son action, sait le bien à faire et évite le mal à ne pas faire. Du coup, la divergence les uns les autres, c'est de dire, bon, je le sais parce que mon âme me contemplait, il y en a qui me disent, je le sais parce que mon environnement me dit le bien faire, et je le sais parce que, justement, je prends en compte, donc, l'autre, donc, dans mon action. Mais qu'on aille, qu'il s'agisse de Kant, d'Aristote, de Platon, de Socrate, parce que la liste, elle est longue, nous pouvons aller jusqu'à, voilà, citer tout. Moi, en fait, terminer une année dans le même entretien, eh bien, la question, c'est le bien et c'est-à-dire le bien et le fruit, l'expression subjective et l'expression subjective d'une action. Hein? C'est une expression subjective, eh bien, d'une action vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de soi-même. Donc, ce qui est exprimé à travers mon action, c'est ma propre subjectivité qui peut être soit perçue par d'autres comme bien, soit définie par moi-même comme étant bien, et tout en ne prenant pas en compte le regard de l'autre, tout en s'affranchissant justement du jugement de valeur émis par l'autre. Contrairement à quand on a parlé de la vérité, la connaissance, qui est, par exemple, le bien, la vérité, c'est lorsque je vois la proposition et je me dis, voilà, cette proposition me semble bonne. Mais par rapport au bien, jusqu'ici, nous voyons que le bien, c'est moi qui le dis. Même si dans la société, la morale ou l'éthique veut que ce que je dis soit aussi évalué en fonction de ce que disent les autres. Et cette dimension des autres dans le débat ou l'analyse sur la notion de bien, elle est arrivée plus tardivement jusqu'à, je peux dire, nous pouvons citer par exemple l'avènement Jürgen Habermas, avec sa théorie de l'agir communicationnel, avec son éthique de discussion, avec sa vérité et discussion. Chez Jürgen Habermas, tout comme chez Paul Ricoeur, la question des autres, le point de vue des autres, s'impose justement dans le débat ou dans l'analyse sur la question, la notion du bien. Donc, nous allons citer Paul Ricoeur, nous allons citer Jürgen Habermas, nous pouvions aussi citer Emmanuel Levinas, nous pouvions aussi citer Martin Buber dans le jeu Je et tu, et puis Totalité infinie, par exemple, chez
Emmanuel Levinas. Bien. Chez Emmanuel Levinas, je fais le bien parce que l'autre, le visage de l'autre, m'inspire à faire le bien. L'autre en tant que tel me pousse à faire le bien. Donc je fais le bien parce qu'il y a un autre. Et c'est ici qu'il faut parler d'une dimension, l'introduction d'une certaine dimension intersubjective, l'intersubjectivité, la prise en compte de l'autre, comme le disait Kant, agit de telle sorte que la maxime de l'action peut être érigée en loi universelle, la nature, ça dit peut-être aussi acceptée par d'autres. D'autres peuvent s'inspirer de ton action pour agir, pour conduire à agir, parce que justement, c'est une action bonne en soi. Ou traite l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la celle de l'autre, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Il y a une prise en compte du visage de l'autre. Alors le mot, le visage de l'autre, la théorisation du visage de l'autre, vous la trouvez par exemple d'une manière tout à fait subliminale et énigmatique, développée chez le philosophe Emmanuel Levinas, qui dans Totalité en Philippe, par exemple, parle de ce visage de l'autre qui me pousse à faire le bien. C'est-à-dire que lorsque je vois l'autre, je vois autrui, je me vois moi-même. Donc, je me vois à travers autrui, et comme je me vois à travers lui, justement, je ne peux que faire ce qui est bien pour moi et ce qui est bien pour autrui. C'est comme une réponse à ce que donnait Kant, une explication, un complément en fait à ce que dit Kant quand il dit l'agit traite l'humanité en ta personne aussi bien aussi bien en ta personne que dans la personne de l'autre, toujours qu'on le fait non pas comme moyen, c'est-à-dire lorsque je vois l'autre, je vois en fait ma propre humanité, je me vois dans l'autre. L'autre en fait c'est moi à travers un autre. C'est ça en fait. L'autre c'est en fait moi-même. Et quelqu'un m'a dit hier, on discutait, on parlait justement de la pensée, m'a dit que je me vois moi, ah oui, alors je lui dis, on en a parlé, on discutait, on parle de la pensée, de la perception du silence et tout ça. Et parce que c'était énigmatique, essentiel, je lui dis, mais qui êtes-vous? Et la réponse, c'était, je suis vous en moi. Donc, c'est animatique. Donc, justement, mais non, je suis vous en moi. C'est-à-dire que je suis votre reflet en moi. Et il me dit parce que ce que je fais, c'est ce que vous me poussez à faire. C'est ce que vous me poussez à faire, c'est ce que vous m'inspirez à faire et à dire. Et c'est ce que je fais. Je ne fais que ça, en fait. C'est un peu ça. C'est comme une chanson aussi, une chanson amoureuse où l'auteur dit les mots que je t'avais dit, je l'ai puisé, je l'ai puisé dans tes yeux et tout ça. Donc ton regard m'a inspiré les mots pour te dire. Et c'est ça en fait. C'est l'autre en tant que reflet de moi-même, eh bien, ne peut me pousser qu'à me faire du bien. Et lorsque je fais le bien, je pense le bien pour moi, aussi bien pour moi-même que pour lui, c'est-à-dire je le fais comme si je le faisais à moi-même. Et parce que je me vois à travers l'autre, je peux que lui faire du bien. Et là, ben, c'est intéressant. Et là, ça devient encore intéressant. Pourquoi? Parce que si l'autre n'est autre chose que moi-même, eh bien, ce que je ne peux faire, admettre à moi-même, qu'on le fasse à mon égard, et justement, je ne voudrais pas tout simplement que le faire à l'autre. Et du coup, le débat est clos. Du coup, c'est la paix perpétuelle. Si je ne veux pas, ce que je ne veux pas, ce que je pense ne pas être correct, si je ne le fais pas aussi à l'autre, c'est fini. C'est-à-dire que l'autre aussi voudra me faire que du bien. Parce qu'on ne s'aime mieux que soi-même. Et c'est justement cet amour pour soi-même que les auteurs voudraient étendre sur les autres, la considération des autres. Un autre qui a toujours été parfois perçu comme
un enfer, hein, quand le sabre dit l'enfer, et c'est l'autre, même si il faut donner une explication correcte, hein, parce que ce qu'on a dit au sujet de cette proposition n'est pas toujours juste. Alors quand Sartre, donc j'ouvre la parenthèse, Sartre dit l'enfer c'est l'autre, on ne dit pas qu'on doit détester l'autre. Non, c'est pas dans ce sens-là, même si c'est ça le sens qu'on a voulu faire croire à tous. En fait, quand Sartre dit l'enfer c'est l'autre, c'est-à-dire que l'autre, le regard de l'autre, il n'est pas toujours évident qu'elle me prenne en considération comme étant son semblable ou comme ayant la même humanité que lui. C'est-à-dire que le regard de l'autre a toujours tendance à m'objectiver, à me voir comme il voit le reste de la nature, comme il voit l'arbre, comme il voit Parce que vis-à-vis de l'autre, je suis un objet, je suis vu comme un objet, je suis vu comme on voit un arbre, comme on voit... Mais que c'est en exprimant ma subjectivité, que l'autre s'interroge, en fait, que j'arrive à prendre considération, enfin, justement, à prendre conscience à l'autre du fait que je suis son semblable, je suis comme lui. Et donc, à chaque fois que je suis confronté à l'autre, je dois m'appliquer à, disons, à faire valoir cela, à démontrer mon égalité, à démontrer mon humanité, à démontrer ma capacité, ma subjectivité. Et ça devient un enfer, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de me défendre, je suis obligé de démontrer. À chaque fois, je suis obligé de démontrer qui je suis, qu'est-ce que je sais, et ça, c'est justement, c'est un enfer. Pourquoi? Parce que tout le temps, de manière constante, je suis obligé de montrer en quoi je suis comme lui, je suis capable. Donc, ça devient un enfer. Qui est différent de dire l'enfer de l'autre et c'est l'autre, et de le comprendre dans le sens que l'autre me veut. Non, l'autre ne me veut pas forcément du mal, mais le regard de l'autre, la nature du regard de l'autre est toujours de me voir parfois comme on voit le reste, et toujours de nature cette nature a tendance à m'oublier. Voilà. Je peux être oublié si je n'exprime pas, je marque pas mon existence. Et à chaque fois, l'autre a tendance de m'oublier, non pas parce qu'il le veut, mais tout simplement parce que le regard de l'autre, la subjectivité, a ça comme tendance, c'est-à-dire elle a tendance à oublier que je suis son semblable. Et du coup, je me mets constamment à valoriser ma subjectivité, à exprimer ma subjectivité, à dire à l'autre que j'ai le même droit que vous, attention, il y a une ligne à respecter, ma liberté, votre liberté s'arrête là où commence la mienne, et tout le temps, constamment, je suis attentif à cela, et je dois réagir pour interpeller l'autre. Nous voyons en politique, ça s'exprime tout à fait clairement, où vous avez des dirigeants qui font partie de notre humanité, qui font partie de notre société, qui connaissent les misères, et certains avec qui on a vécu dans les mêmes conditions sociales, mais qui, une fois accédés à des postes de responsabilité, semblent oublier qu'ils étaient eux aussi victimes des mêmes situations qu'ils essaient de perpétuer, qu'ils essaient de maintenir. En fait, ils arrivent et ils oublient tout. Le regard de l'homme, c'est celui-là. Et face, par exemple, à ces dirigeants, eh bien, je suis constamment éveillé, je suis constamment dans une guerre de revendication de mes droits, lesquels sont censés être connus d'emblée par l'autre en tant que sujet, en tant que
sujet humain en tant que membre partageant la même humanité que moi. Donc, on n'aurait pas à interpeller, on n'aurait pas à rappeler, par exemple, à certains dirigeants le besoin d'avoir de l'eau potable. On n'aurait pas à interpeller nos dirigeants ou certains responsables le besoin tout simplement pour l'homme eh bien d'avoir de l'électricité de manière stable ou d'avoir une scolarité bien assurée par les parents ou d'être en bonne santé. Cela, tout le monde devait le savoir en tant qu'humain, c'est-à-dire chaque responsable, chaque dirigeant, responsable, ministre, je sais pas, député, chef du village, tout ce qu'on veut, en tant qu'humain, vit la même expérience, normalement. Mais non, parce que cela n'est pas naturel, parce que cela est toujours fruit d'un travail, eh bien, l'homme oublie parfois qu'il partage la même humanité et que l'autre qui est en face, il y a un autre que moi. L'homme oublie, a tendance à l'oublier justement, et c'est ce qui fait que l'autre devient un enfer, parce que qu'est-ce que je fais quand il oublie que je suis son semblable? Qu'est-ce que je fais quand il oublie que je partage la même humanité que lui, que j'ai les mêmes droits que lui, que je mérite un traitement digne? Qu'est-ce que je fais? Je dois le revendiquer. Et ma revendication devient, toute revendication d'ailleurs, même si elle est pacifique, devient une certaine violence, hein, voilà, une certaine violence, un rapport de force. Ça demande un rapport de force lorsque vous revendiquez certaines choses. Qu'on en arrive à une situation pareille, eh bien, justement, ça explique le centre qui dit souvent que l'enfer, c'est l'autre, parce que l'autre, c'est pas automatique qu'il sache que je suis son semblable, c'est pas naturel. D'où la nécessité de l'éducation, la nécessité de la justice, la nécessité de la force, la nécessité de tout ce que la tradition, tout ça, c'est justement pour faire comprendre à l'autre une seule chose, que je suis son semblable. Une seule chose, que je mérite les mêmes choses que lui, que je suis égal à lui. Et je mérite un traitement comme il le souhaiterait qu'on le fasse à son égard. Et justement, c'est ça, en fait, donc, cette invitation de l'autre dans le débat sur le bien, et justement, vient élargir le débat, ou vient forcer de reformuler la question pour se dire, mais écoutez, est-ce que ce qui justifie que cela est bon ou pas, est-ce qu'on n'est pas tout simplement une question de consensus? Est-ce que le point de vue de l'autre ne compte pas nécessairement lorsqu'il s'agit de parler du bien? Est-ce que le bien, c'est seulement le bien pour moi, ou est-ce que le bien, c'est aussi lorsque l'autre le voit en tant que tel, ou est-ce que l'autre donne son point de vue? Est-ce que le bien n'est pas une affaire de tous, une affaire de consensus? On va arriver tout à l'heure, mais chez Buber, Martin, eh bien, vous verrez une idée, eh bien, selon laquelle l'autre me fait du bien lorsque je lui fais du bien. Enfin, je lui fais du bien lorsqu'il me fait du bien. Donc, on n'est plus dans l'automatisme parce que l'humanité, l'auteur n'y croit pas trop. Écoutez, au vu de ce qui se passe, hein, et c'est, Levinas a vécu les périodes de guerre aussi, tout comme Martin Buber. Et donc, et bien, le bien, c'est je lui fais du bien lorsque l'autre me fait pareil, lorsque l'autre agit pareil. Et je ne fais rien, je ne fais pas de bien forcément parce qu'il s'agit de l'autre qui partage mon humanité. Je le fais du bien parce qu'il est gentil. Donc la réciprocité est intéressante là. C'est-à-dire que là, je suis gentil avec ceux qui sont gentils, je suis pas gentil parce que je suis gentil. Pourquoi? Parce que justement, mon action est toujours conditionnée à l'action de l'autre. C'est-à-dire je agis en fonction de ce que représente aussi l'autre. Mais que ça soit dans le premier cas, dans le cas où l'autre c'est un semblable, une humanité comme moi-même, et donc partageant cette même humanité, je me vois à travers lui, et comme je me vois à travers lui, bien ça y est, je lui fais que du bien. Donc je suis levinasien. Ou tout comme qu'il s'agisse de Martin Buber qui pense que je fais le bien parce que le jeu tue, parce que le tue,
m'envoie des bons signaux et donc je suis gentil. Et s'il ne m'envoie pas des bons signaux, ben écoutez, je ne vois pas d'obligation à être gentil parce que lui n'est pas gentil à mon égard. Donc voilà, tant pis. Je ne me vois pas à travers l'autre, mais j'agis en fonction de la considération du retour qu'il me fait. Voilà, qu'il s'agisse dans un cas tout comme dans l'autre, il est question de la prise en compte de l'autre dans mon action, en fait. C'est-à-dire, il est question de l'intersubjectivité, ce qu'on appelle, voilà, là où le rapport à l'autre, lorsqu'il s'agit d'analyser la question du bien. Je prends en compte l'autre. Maintenant, en prenant en compte l'autre, nous arrivons chez Jürgen Habermas, qui, comme je l'ai souligné ici dans le théorie agir, aussi bien hein, dans la théorie de l'agir communicationnel que dans l'étude de la discussion ou la vérité de la discussion, prône le consensus. Et ce consensus serait de dire que nous allons, une action est bonne, non pas forcément parce que j'en ai décidé ainsi, et là nous sommes socratiques, platoniciens, aristotéliciens, kantiens, une volonté autonome, une volonté qui contemplait, ainsi de suite, grâce à l'âme et tout ça, mais tout simplement parce que mon action est conforme à des normes, et là nous sommes un peu kantiens, mais qui ne sont des normes délibérées à travers une discussion, c'est-à-dire des normes consensuellement validées. Et là, nous sommes en plein dans la problématique de l'intersubjectivité de l'ordre, c'est-à-dire c'est toujours en fonction des normes établies que mon action est jugée bonne ou pas. Mais chez Kant, c'est en fonction des normes établies non pas par la société à travers une discussion délibérative, mais établie par ma propre volonté, qui est une volonté autonome et catégorique, telle qu'elle me donne, elle me commande de manière impérative et catégorique le bien à faire, en tant que volonté bonne, aussi bien pour moi que pour l'humanité tout entière. Ça, c'est Kant. Maintenant, chez Jürgen Habermas, évidemment, il est question de la conformité à une certaine normativité, mais une normativité qui, au lieu d'être validée par ma propre volonté, est validée plutôt par ma communauté à travers une discussion délibérative, c'est-à-dire à travers des normes qui sont établies par ma société à travers une discussion délibérative et consensuelle. Autrement, mon action ne vise pas quelque bien que ce soit. D'où l'importance de la discussion. Donc, pour savoir le bien à faire ou le mal à faire, eh bien, on doit passer par la conformité à des normes consensuellement établies par la société, évidemment, à travers une discussion. Et avec des règles de procédurales, justement, pour faire valider une norme, eh bien, le principe D, le principe U, en tant que discussion pratique rationnelle, en tant qu'universal, la règle de l'universalité. Évidemment, vous avez une part kantienne, mais qui ici prend une dimension tout simplement intersubjective et sociale. C'est-à-dire que lorsque je dis, je propose une norme, celle-ci doit être universelle, dans le sens même kantien, hein, c'est-à-dire que, dans le sens kantien, plutôt, c'est-à-dire que cette norme doit prendre en compte la situation de tout être humain, quel qu'il soit, partout où il est. C'est-à-dire qu'il doit être érigé en loi universelle. Donc, c'est pas lorsque je propose une norme dans ce sens-là, dans le sens qui touche à l'intérêt de tous, qu'elle est validable à travers cette discussion, validable par d'autres,
et qu'elle obtiendra consensus. Et c'est à ce moment-là qu'une norme devient une norme consensuelle et rationnelle pour orienter tout agir de manière à ce que nous, chaque être, oui, chaque sujet qui s'y conforme puisse faire le bien. Donc, le bien n'est pas une question de volonté chez Jürgen Habermas, mais devient une question tout simplement de conformité aux normes sociales. Voilà. Et dès lors, la question devient plus éthique, parce que la différence entre l'éthique et la morale, c'est justement à cela que l'éthique est théorique, enfin la morale était théorique, l'éthique est plus pratique, c'est-à-dire que lorsque, pour des besoins dans un contexte pareil, une communauté, qu'elle soit linguistique ou voilà, une communauté humaine, se dit que nous allons faire ça selon nos us et coutumes. Là, nous sommes dans ce qui concerne, dans ce qui concerne l'éthique, c'est-à-dire l'agir pratique en tant que tel. Eh bien, justement, nous, et ce que prône l'auteur, c'est une éthique pratique et pragmatique. Et je ne fais le bien que lorsque j'agis en conformité avec des lois consensuellement établies à travers une discussion délibérative, c'est-à-dire celle qui a eu comme visée le consensus, l'obtention du consensus de tous. C'est comme ce qui se passe au Parlement. Vous votez les lois, à partir du moment où vous les votez pour la société, et tout agir en conformité avec celle-ci devient un agir tout simplement légitime, c'est-à-dire bon. Et tout autre agir qui ne va pas en conformité avec ces lois devient, en principe, illégitime, illégal. C'est la vision de la dimension politique, intersubjective, sociale, anthropologique, qu'apporte une telle vision de voir les choses chez Habermas. Dès lors, parce que ce qui vaut la peine n'est pas forcément le bien, mais le juste. Donc la définition du bien, c'est la volonté que j'ai lorsque j'agis, la finalité, l'intention, si elle est atteinte, eh bien cette intention, elle est bonne parce que ma volonté le veut, soit parce que la société le reconnaît en tant que tel, et la reconnaissance de bien aussi. Mais à partir du moment où nous faisons intervenir la société, nous faisons intervenir l'autre, apparaît, le langage change, parce qu'une autre notion apparaît, c'est celle du juste. C'est-à-dire que le juste, ce qui est juste, n'est autre chose que ce qui est bien, mais dont l'agir a été effectué en conformité, non pas avec ma propre volonté, mais avec des normes établies dans une société. Des normes consensuellement établies, pas dictées par un seul. Donc voilà, c'est ce qui est juste. Le juste, c'est ce qui est décidé par tous comme bien à faire, et le bien est ce qui est tout simplement subjectivement bien, c'est-à-dire délibéré par une seule volonté, et qui estime que faire cela est bien et faire cela n'est pas bien. Voilà, vous avez là les éléments de compréhension de ce que nous appelons, nous visons, disons, c'est-à-dire cette notion du primat du juste sur le bien. Le primat du juste prime sur le bien. Pourquoi? Parce que le juste, en tant que bien certifié ou validé, admis par d'autres, est plus important chez Jürgen Habermas et dans une certaine mesure chez Paul Ricoeur, parce que chez Paul Ricoeur, dans l'éthique de Ricoeur, justement, par exemple, l'éthique est
société et l'ensemble des normes justes dans une société juste. C'est Paul Ricoeur, une société doit être juste, et lorsqu'elle est juste, eh bien c'est une société qui repose sur des normes sociales justes, c'est-à-dire celles qui touchent et prennent en compte l'intérêt de tous, c'est-à-dire le bien commun. Et bien à partir du moment où les agirs des individus sont conformes à de telles normes, dans une société, ces agirs-là seront reconnus par d'autres comme étant des agirs tout simplement bons. Donc le bien devient une question des normes, de la conformité et de la délibération, enfin justement, par l'autre. La question de la culture, la question du système de pensée, la question de la forme de vie intervient par exemple chez Wittgenstein. Donc là, en tant que Wittgensteinien, je ne pourrais pas terminer cette analyse sans évoquer quand même mon maître à penser, c'est-à-dire que lorsque nous disions que c'est notre manière de voir le monde, notre manière de penser la vérité, notre manière d'avoir peur de la vérité, notre manière de faire usage du mensonge, bien c'est est comme un héritage social, c'est-à-dire que nous avons obtenu à travers nos parents, notre histoire, notre environnement, et c'est seulement en fonction de cela que nous jugeons de la vérité ou non, excusez-moi, des choses que nous percevons. Eh bien, c'est pareil. D'une société à une autre, eh bien, la notion du bien peut varier. C'est-à-dire, une notion, le bien qui est propre dans une société purement peut-être religieuse, eh bien, ne sera pas forcément un bien dans une société laïque, car chaque société ayant ses propres normes, chaque société ayant ses propres manières d'agir, sa propre définition, sa propre vision du monde. Donc, ce qui est la primauté de ce qui est consensuel sur ce qui est tout simplement bienveillant, excusez-moi, est dû à ceci que ce qui est juste relève de la collectivité, de la sociabilité bonne, de la normativité extérieure, consensuelle, tandis que ce qui est tout simplement bien relève de la subjectivité, de l'individualité, et donc, du coup, le risque d'une individualité, c'est d'être contre tous. C'est-à-dire, lorsque je ne vois que moi, même si je fais confiance à la bonté de ma volonté, il y a toujours le risque que je puisse me tromper, le risque que mon regard ne soit pas ne soit pas ou ne puisse pas couvrir toute tout le contour de la chose, en fait. Et vu que ma manière de voir la chose peut être différente de la manière de voir la chose par d'autres, eh bien, il devient toujours intéressant d'écouter ce que disent les autres au sujet du même problème, au sujet de la même réalité, que de se contenter de ce que soi-même on dit. Donc, du coup, même si nous croyons à la bonté de l'être humain, à l'individualité, justement, sa faiblesse est que là, il est toujours plus vulnérable pour une volonté individuelle de se tromper que pour une volonté collective de se tromper, parce que justement, en faisant la confrontation des regards, on peut plus arriver à mieux voir la chose, avoir une rationalité beaucoup plus large qu'en agissant seul, comme étant le seul qui sait ou le seul qui voit mieux les choses. On est plus exposé à des erreurs que lorsqu'on est confronté à d'autres, lorsqu'on fait des choses ensemble. D'où l'idée du primat du juste, ce qui est juste, comme étant ce qui est conforme à ce que le reste admet, est toujours plus avantageux parce que, étant conforme à des normes déjà débattues et délibérées par tous, eh bien, est toujours plus avantageux que ce qui ne l'est pas.
justement la compréhension de ce que nous voulons savoir comme le bien, parce que le bien individuel a moins de sens que le bien collectif, parce que la portée ou la signification même du bien ou d'une action bonne, c'est aussi son accomplissement, c'est aussi d'être admis ou accepté par d'autres. La finalité d'un agir, c'est d'être perçu par d'autres. C'est aussi exposé à l'autre, l'attente le retour des autres, l'appréciation des autres, la critique des autres. Voilà, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans un monde, dans ce qu'on appelle en anglais, dans un no man's land, hein, c'est-à-dire dans un espace où on est seul. Le fait déjà de pas être seul au monde nous impose de prendre en compte les avis des autres, de prendre en compte l'histoire. Et c'est dans ce sens que vous voyez que la diversité a toujours été têtue. La diversité est quelque chose qui n'est pas un choix. La diversité, elle s'impose, parce que l'humanité elle-même, elle est diverse dans son essence, dans sa manière de fonctionner. Donc, la diversité, le point de vue, le débat, la confrontation, ce sont des choses qui s'imposent à nous comme mode d'exister. Et nous pouvons nous en passer. Donc, nous pouvons nous passer de l'autre. En tout cas, dans la vie, dans une vie socialement juste, qui se veut, hein, juste, admirable, bonne, dans le sens philosophique du terme, nous ne pouvons nous passer du regard de l'autre, c'est impossible. Parce que l'autre est déjà là, avec nous, cheminant avec nous, vivant avec nous, partageant avec nous une expérience de l'humanité, une expérience de vie, et donc nous ne pouvons pas nous en passer. Notre action n'est pas une action isolée, notre agir n'est pas isolé, mais qu'il a, d'une manière ou d'une autre, une conséquence sur l'autre. Bien, je donne un petit exemple. Je peux être chez moi, dans ma chambre, je dis je crie, mais je dérange les voisins. Peut-être que le voisin n'a pas besoin d'entendre mon bruit, il n'a pas besoin d'être dérangé. Mais pour moi, peut-être chanter ou crier dans ma pièce, parce que je suis dans ma pièce, je suis libre. Mais non, ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Donc, la prise en compte de la dimension intersubjective diverse lorsque nous agissons est très importante. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il fallait prôner, et donc comme à la suite d'Habermas, aussi prôner le juste. Hein. Au lieu de parler du bien, nous devrions aller jusqu'à parler du juste, jusqu'à parler de ce qui est bien pour tous, le bien commun, le bien social, le bien collectif. C'est très important parce que la finalité de toute action, c'est le bien commun. Comme le disait, pouvait le dire Socrate, fait Aristote, c'est le bien commun. Voilà, c'est ce bien pour tous. Chaque action contribue, participe au bien commun. Lorsque, par exemple, j'ai des immondices sur la voie, moi, je pense que c'est ma volonté, mais en fait, sur la voie, je gêne l'autre. Donc, à chaque fois, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et le bien-être de l'autre dépend de notre agir et vice-versa. Mon bien-être dépend de l'agir de l'autre. Je suis calme parce que mon voisin est silencieux. Chez lui, voilà, je suis heureux parce que les autres tiennent compte de mon existence, de mon bien-être et consort. Sinon, une vie où chacun décide du bien qu'il a à faire selon sa propre volonté devient invivable, tout simplement. Parce que la société est une trame, la société est tous ensemble, en fait, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, mais qu'on s'en aperçoive ou pas, on est ensemble, on évolue ensemble. La réalité évolue ensemble. Les mêmes réalités. Voilà, donc c'est ça, le monde est connecté. Hein, le monde a toujours déjà été un monde connecté. Voilà. Donc le bien, évidemment, vient est le fruit, évidemment, de la volonté du sujet, mais cette volonté doit être confrontée à d'autres pour obtenir
le statut du juste, hein, pour obtenir le statut du bien commun, pour contribuer au bien commun, que justement le monde eh bien évolue dans le sens de garantir bien le bien-être de tous. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cet entretien vous ouvrira les portes, hein, vous permettra, vous poussera justement à aller chercher plus, parce qu'ici nous avons été synthétiques sur les auteurs que nous avons sélectionnés comme ceci, comme cela, pour vous donner une idée de ce que, de comment a évolué dans l'histoire cette question du bien, jusqu'à parler de la question du juge. Et maintenant, c'est à chacun d'aller creuser davantage les aspects qui l'intéressent dans cet entretien pour aller en savoir plus. Sinon, l'entretien a toujours à laisser des ouvertures, des silences, et qu'il faut compléter, que chacun puisse compléter à sa manière. Voilà. Je vous dis merci encore une fois et vous souhaite de passer une belle soirée et vous promets de nous revoir la prochaine fois pour une autre analyse, pour une autre thématique. Merci.